directement entrer dans le vif du sujet avec l'intervention du docteur Bella pour sa note de lecture. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de convivialité du ministère des Arts et de la Culture. Je ne pense pas qu'il y avait un cadre mieux indiqué pour parler d'un livre, pour parler de culture, qu'une salle de convivialité des Arts et de la Culture. Monsieur le modérateur, mon propos va s'articuler autour de deux principaux points. Avant de faire la note, de présenter la note de lecture qui va constituer le second point de mon intervention, qu'il me soit permis, dans la première articulation de mon propos, de remercier l'auteur, de remercier le public, de remercier l'éditeur, remercier l'auteur qui nous sert un ouvrage, j'allais dire intéressant, pour quelqu'un qui l'a lu, un ouvrage qui vient enrichir le paysage juridique, le paysage doctrinal des énergies renouvelables, parmi les pionniers dans ce domaine au Cameroun. Remercier la maison d'édition Harmattan pour avoir accepté et accompagné ce projet jusqu'à sa naissance, jusqu'à ce qu'il voit le jour. Et maintenant, remercier le public pour son intérêt marqué et affiché pour la science en général et pour la question des énergies renouvelables en particulier. Voilà, monsieur le modérateur, ce qui est de la première articulation de mon intervention. En ce qui concerne la seconde articulation de mon intervention, le second point, bien entendu, consiste en ce qui m'a été demandé de faire, à savoir une note de lecture sur l'ouvrage de monsieur Alain-Georges de Sade. L'ouvrage est intitulé Sécurité d'approvisionnement et énergie renouvelable en droit camerounais. Deux points. Recherche sur les mécanismes de diversification du parc énergétique, publié à la Harmattan en 2022. Il s'agit d'un ouvrage de 267 pages, équilibré comme cela se fait dans le champ final en deux parties, avec chacune des sous-parties que nous allons examiner. Je m'en vais donc vous livrer le contenu de ce qui a été préparé. Le professeur Luc Sédou, dans l'ensemble de son cours de relations internationales de l'Université de 2002, affirmait que le monde est en crise. Il reprenait là son compte tous les mots d'Arun Abadouad, auteur de la géographie de la colère. Ce constat est cruel et ce constat cruel est d'actualité. C'est dans le même sillage que l'auteur Alain-Georges de Sade, maître de conférence à l'Université de Yaoundé à Soir, avocat au barreau de Paris et non moins expert en droit des finances publiques et droit de l'énergie, vient nous rappeler à travers son ouvrage qui nous réunit chez nous que le monde entier, et singulièrement le Cameroun, est en crise. Je vous invite déjà, mesdames et messieurs, à ne pas prendre le mot crise dans sa globalité, j'allais dire la globalité totale, mais limitons le mot crise ici dans le secteur de l'énergie. C'est vrai, nous savons que le Cameroun est en crise, mais ce n'est pas de ces autres crises-là que nous allons parler, même s'il y a des liens. Je disais donc, sans revenir sur les crises économiques
humanitaire, politique et sanitaire, pour ne citer que celle-là, le Cameroun est aussi et surtout encore la crise énergétique. C'est à cette dernière que l'auteur, Alain Georges de Sala, s'est fondamentalement et frontalement attaqué au moyen de son ouvrage dont le titre à lui seul est évocateur. Je le rappelle, sécurité d'approvisionnement et énergie renouvelable en droit camerounais. 2 points. Recherche sur les mécanismes de diversification du parc énergétique. Ce travail est plus que jamais d'actualité. D'une part, la question de l'énergie, des ressources renouvelables, des ressources énergétiques se pose avec acuité, et d'autre part, à l'heure où les questions liées à la préservation de l'environnement sont à l'ordre du jour. Il n'y a qu'à faire référence aux dernières catastrophes et même à l'actualité en cours du côté de l'Europe où 2 pays voisins sont en conflit. Et donc, la récente actualité en rapport avec ces 2 pays met en scène une centrale d'énergie. Et d'autres pays tels que la France envisagent de réouvrir des centrales qui avaient été par le passé fermées. C'est dire, mesdames et messieurs, que le monde est en crise et le Cameroun avec. Alors, avant de proposer des solutions juridiques à la question de la sécurité d'approvisionnement en énergie au Cameroun, et principalement en énergie renouvelable, le fil rouge des développements de l'auteur s'est construit autour d'une analyse s'inscrivant dans la thématique globale des solutions juridiques au déficit énergétique au Cameroun, le conduisant ainsi à se poser la question de savoir si les énergies renouvelables peuvent-elles garantir ou contribuer à garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique au Cameroun. En d'autres termes, ce travail se résume en une analyse juridique centrée sur le fait de savoir si à travers la norme juridique, l'efficacité énergétique, tout comme la sécurité d'approvisionnement, peuvent être garanties dans le berceau de nos ancêtres. Voilà, mesdames et messieurs, la question à laquelle l'auteur, le professeur Alain Georges de Sala, a cherché à répondre tout au long des développements qui ont constitué l'argumentaire de l'ouvrage à nous proposer ce matin. Mesdames et messieurs, l'incitation au développement des énergies renouvelables, selon l'auteur, s'articule nécessairement autour de la fiscalité comme instrument efficace de garantie de la sécurité d'approvisionnement via les énergies renouvelables et le réaménagement du cadre de ces énergies renouvelables. Ainsi, concernant la fiscalité, l'auteur dit: la fiscalité apparaît comme un instrument pouvant fournir au pouvoir public les moyens de leur politique en faveur des énergies renouvelables à condition que celles-ci soient bien orientées et bien conçues. Fin de citation. Cela étant, pour ce que la fiscalité participe au développement des énergies renouvelables, les pouvoirs publics devront mettre en place, et c'est l'une des contributions majeures de cet ouvrage, un impôt sur les énergies renouvelables. Ce dernier est envisagé à point donné par l'auteur comme la clé de voûte du financement des projets énergétiques sans toutefois oublier les incitations fiscales. Ces dernières se placent dans le raisonnement de l'auteur comme un efficace catalysateur des investissements dans les domaines des énergies renouvelables. En faveur des impôts, des impositions énergétiques, l'auteur suggère 2 catégories de prélèvements. Je vous ai dit dans l'entente que le professeur Alain Georges de Sala
est expert des questions de finances publiques et de fiscalité. Et donc, lorsqu'il vous conduit dans ce champ, il est dans son niveau. L'auteur suggère deux catégories de prélèvement de l'impôt sur les énergies renouvelables, d'une part, et la contribution au service public de l'énergie, d'autre part. Il est justifié pertinemment sur le plan de l'ordonnancement juridique. Il dit en substance, je cite, le droit de l'énergie, du fait de sa valeur constitutionnelle, prône l'accès de tout citoyen à l'énergie indépendamment des capacités financières et matérielles, garantir aux citoyens une énergie disponible en quantité suffisante constitue sans aucun doute une obligation de service public. Fin de citation. En tant que tel, l'État doit mettre tout ce qui est à son pouvoir pour garantir à tous l'accès à l'énergie. Au vu de la situation, l'impôt sur les énergies renouvelables s'impose. Pour atteindre cet objectif, quelle sera donc la nature de cet impôt? L'auteur répond qu'il s'agira d'un impôt sur la consommation et en tant que tel, il fera l'objet d'un impôt fédérateur, des impératifs de justice sociale et de développement du secteur des énergies renouvelables. Il s'appuiera sur divers faits générateurs, à savoir la transaction commerciale, les échanges de biens et services, les transactions intermédiaires entre entreprises, en parenthèse la TVA, ou prendre la forme de prélèvement sur les produits ou services particuliers, ce qui est le cas des droits d'assises, des droits de douane et des taxes à l'imposition. Fin de citation. Dans le même sens, l'auteur envisage aussi l'encadrement du régime juridique de ces incitations comme une exigence incontournable. En effet, le contrôle des incitations fiscales est une obligation de bon sens. En faveur du réaménagement du cadre des énergies renouvelables, l'auteur avance deux idées. D'abord, la refondation du cadre normatif et la densification des investissements au soutien du développement des énergies renouvelables. Pour ce qui est de la refondation du cadre normatif, il est, d'après l'auteur, un élément essentiel en ce sens où les investissements étrangers ne seraient pas prêts à prendre le risque, les investisseurs étrangers ne seraient pas prêts à prendre le risque d'investir au Cameroun si la réglementation favorable au développement des énergies renouvelables va de pair avec l'ouverture des marchés énergétiques au moyen de l'institution d'une parfaite concurrence dans le secteur des énergies, de l'accès non discriminatoire et transparent au réseau, du contrôle du secteur. Tout ce qui vient d'être dit doit être mis en relation avec l'implémentation d'un cadre institutionnel spécifique aux énergies renouvelables. En effet, le cadre institutionnel et politique des énergies renouvelables au Cameroun n'est pas assez incitatif. Il nécessite donc la création des institutions de régulation telles que le régulateur des énergies renouvelables et le gestionnaire du réseau des énergies renouvelables. Il nécessite aussi la création d'institutions de promotion et de coordination des politiques énergétiques telles que la Commission nationale des énergies renouvelables, le plan d'investissement décennal des énergies renouvelables, le programme national d'investissement dans les énergies renouvelables, le schéma national de promotion des investissements dans les énergies renouvelables à l'horizon 2050. Quant à la densification
des interventions au soutien du développement des énergies renouvelables, l'auteur soutient que, je cite, la question de la sécurité d'approvisionnement via les énergies renouvelables se pose en termes de politique économique, sociale, stratégique et géostratégique au regard de la diversité de la richesse des ressources naturelles et de la posture d'acteurs de premier plan du golfe des Guinées occupé par le carbone. La préservation de cet actif passe par une optimisation du potentiel énergétique. Les énergies renouvelables apparaissent donc dans ce schéma comme des vecteurs incontournables de la transition énergétique. Fin de citation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le modérateur, voilà ce qui peut être dit en guise de note de lecture sur l'ouvrage du professeur Alain-Georges Poussard. Je vous remercie. Merci, docteur Neveu, pour cette note de lecture soutenue et approfondie. Nous avons bien pris conscience de l'effort qui était le vôtre de déguster ce volume, surtout dans un domaine qui est plus ou moins loin des juristes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour résumer en quelques minutes votre propos, votre lecture, vous avez entamé, après ce le docteur qui va entamer son propos avec des remerciements pour les gouvernements, à votre docteur, à la madame, mais surtout à votre endroit, cher public. Et à cet effet, je dois signaler, je dois vous rassurer, il y a un dicton populaire qui nous dit ceci: il n'y a jamais de vol au sommet des montagnes. Donc ne vous inquiétez pas d'être aussi nombreux, et je vous suggère déjà d'applaudir pour vous-même. Donc on partirait ici avec la lumière, avec de l'énergie, vous irez irradier vos différents milieux et espaces de vie. Et nous sommes davantage heureux de recevoir la représentante personnelle du ministre des Arts et de la Culture. Nous sommes bien conscients de ce que nous sommes certains davantage qu'elle fera un compte rendu approprié de cet événement afin que les plus hautes autorités de notre pays profitent de l'ouvrage de ce moment. Après ces remerciements, le docteur Neveu a commencé par clarifier, à préciser que nous ne devons pas prendre une crise qui a été évoquée plusieurs fois. Ça fait dans un contexte où les intellectuels, on ramasse les intellectuels plus ou moins, les intellectuels pour les rues. Même dans la rue, même dans un taxi, on raconte des intellectuels, on raconte des spécialistes, même des choses dont ils ne sont pas spécialistes. Donc, nous avons une crise peut être donc, il est que la crise ici ne doit pas être prise selon le modèle dans une réalité sémantique globale, totalitaire, avec une charge négative. C'est davantage dans le cadre énergétique comme une sorte de perturbation certainement momentanée. L'ouvrage vous le fait savoir au regard des initiatives prises par l'État. Et la question fondamentale que l'auteur s'est posée dans ce ouvrage, c'est de savoir si les énergies renouvelables peuvent véritablement contribuer à la sécurité d'approvisionnement énergétique au Cameroun. Dans son travail, dans le sillage, se pose dans le cadre d'un examen juridique, un examen normatif du cadre des énergies renouvelables au Cameroun. Mais il faut noter que les énergies renouvelables qui sont l'objet de cette ouvrage ne sont que le prétexte de l'ouverture d'un débat dans le grand champ de l'énergie. Vous avez suivi le docteur, il a vu tout à l'heure vous rappeler que l'énergie électrique est une forme d'énergie. Nous avons d'autres énergies qui sont d'ailleurs expérimentées au Cameroun. Il y a 2 jours, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel entamait un projet dans la localité de Kekel sur la biomasse. Nous imaginons avec
FECOM qui est là, qui accompagne certainement ces collectivités locales, que des initiatives pareilles se mettront en place dans tous les territoires nationaux. Alors, pour répondre à la question posée plus tôt, à savoir si les énergies renouvelables notamment contribuent à la sécurité d'approvisionnement énergétique, l'auteur a, dans une belle perspective informative, parce qu'elle est partie de l'histoire, en convoquant également des éléments économiques, des éléments anthropologiques, souligner que, en première partie, il y a une inadéquation du cadre juridique des énergies renouvelables face aux exigences de la sécurité d'approvisionnement. À noter que la sécurité d'approvisionnement ici, selon l'auteur, est la garantie en fait que l'on a la quiétude énergétique pour le dire en termes simples. Donc l'inadéquation du cadre juridique, remarquée à travers deux aspects. Une opacité du cadre normatif des énergies renouvelables comme ENR, et l'obsolescence du cadre technique et infrastructurel, ce qui a ouvert la voie à la seconde partie, qui est l'avantage d'une ouverture des propositions, des pistes de solutions, à travers cet intitulé l'incitation au développement des énergies renouvelables comme facteur indispensable pour la sécurité d'approvisionnement énergétique. Dans un premier chapitre, il s'est appuyé sur la fiscalité. Vous savez que les spécialistes en finance ont toujours leur réflexe et du temps en temps, ils ont toujours une petite perche à tout temps dans le cadre de la domaine. On a commencé par la fiscalité comme solution durable. Et puis, dans la seconde partie, il y a un réaménagement du cadre des énergies renouvelables. À la fin de cet exercice de présentation du docteur Yves, nous retenons certains nombre de choses qui viendront certainement au cours des échanges. Mais nous vous précisons et vous signalons, peut-être pour vous rappeler, cet échange, cet déjeuner scientifique a davantage pour objet de susciter un certain intérêt sur les questions énergétiques, quel que soit le domaine, dans lequel on se trouve, parce qu'il faut noter, même à l'armatant, vous permettrez, professeur, que je dise un mot par rapport à l'armatant, le directeur de l'armatant n'étant pas présent, il nous a signalé son indisponibilité pour les contraintes opératives liées à son activité de ce jour. L'armatant, lors de la réception du manuscrit, s'est posé la question de savoir que vient chercher l'intellectuel des sciences humaines dans les questions d'électricité. Et puis, d'ailleurs, il se trouve que celui qui avait reçu le manuscrit dit bon, il parle encore d'électricité. On a un juriste qui vient parler d'électricité, il cherche quoi? Mais au fil du temps, au fil de l'échange avec l'auteur, après expertise, lorsque les camarades ont rendu compte de la richesse de cet ouvrage sur le plan juridique, parce que comme l'a dit le professeur qui est dans son avant-propos, et comme il le dit dans son avant-propos, la littérature est désertique dans le domaine des énergies au Cameroun. Il était opportun que les gens se posent en pionnier pour que ce débat soit soulevé, il puisse donner une opportunité aux jeunes chercheurs qui engagent leurs différentes phases de formation. On a des thématiques dans la solution telles que le droit d'accès des tiers au réseau, la décentralisation des compétences énergétiques. Bon, est-elle déjà possible dans notre contexte où on sait que l'énergie fait plus ou moins partie des domaines régaliens? Si oui, dans quelles conditions? Il y a même le recouvrement de l'impôt et la taxe sur la consommation énergétique. Donc toutes ces questions sont à poser, sont à soulever, d'où l'intérêt de cet ouvrage. Il ne faut pas seulement le prendre, le lire pour soi, mais il faut le prendre, le recommander, le prendre et en discuter avec le thème, et surtout en discuter avec vos collègues, vos camarades, vos amis. Il faut que le débat sur l'énergie au Cameroun soit véritablement soulevé dans un cadre scientifique, loin des bases sensationnelles que l'on retrouve dans certains espaces. Alors, l'ayant dit, nous voulons remercier à nouveau le docteur qui pour cette belle lecture approfondie. Et nous allons passer la parole à
l'artisan de cette rencontre. L'artisan de cette rencontre est la disait auteur, l'auteur de cet ouvrage, qui nous dise clairement ce qu'il a entendu porter dans ce projet et ce qu'il espère, ce qu'il attend réellement de l'ouvrage et surtout de vous. Monsieur le professeur, à la chose de ça, là, vous avez la parole. Alors, c'est pas toujours facile de prendre la parole devant les gens. Ça, c'est ce que j'ai souvent eu comme d'enseigner à mes étudiants à l'université. Et parfois, j'ai souvent eu l'habitude de les soumettre à un exercice de présentation, d'expression de manière. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que ce n'est pas toujours évident. Ceci étant, mesdames et messieurs, à mon égalité, madame la représentante du ministre, permettez-moi, avant toute chose, de ne pas déroger au devoir de civilité qui est le mien, en présentant ma profonde gratitude d'avoir sacrifié de votre précédent, de vos nombreuses occupations, afin de prendre part à ce festin scientifique, ô combien précieux, qui touche un domaine aujourd'hui d'une actualité brûlante. La question des énergies par moi, est une question récurrente. Elle est aussi vieille que le monde existe. Elle le demeurera pour toujours. Parce que, mesdames et messieurs, voyez-vous, aujourd'hui, le développement économique dans toutes ses composantes, le développement de la société, ça coûte bien évidemment du besoin énergétique. Finalement, on a le sentiment, mesdames et messieurs, que l'énergie est inscrite au cœur de nos vies et qu'il serait techniquement, matériellement et opérationnellement difficile d'envisager une vie sans énergie. À titre d'anecdote, mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous souligner que, alors même que j'avais terminé une formation approfondie des questions énergétiques européennes à l'Université de Paris, en Sorbonne, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et c'est en réfléchissant que j'ai compris que l'une des meilleures choses que je vais consacrer à mon pays, au Cameroun, ce pays qui m'a élevé, qui m'a exalté, qui m'a mené vers des grands sommets. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, il serait plus simple de consacrer une réflexion inspirante, une réflexion qui, bien évidemment, demeurera pour toujours à ce cher pays. Ayant apporté les couloirs du secteur de l'énergie au Cameroun, j'avais donc pensé qu'il fallait essayer de toucher du doigt une question centrale, une question qui, tous les jours de la vie, suscite de nombreux débats, suscite des passions tout à celui, comme l'a relevé tout à l'heure M. Patrice Anthony. Et dans ce sens, j'ai donc décidé de dédier, de consacrer cette réflexion à mon pays. Et je suis parti, j'ai procédé de manière différente. La question qui m'a davantage marqué, c'est de savoir comment est-ce que pour régler au Cameroun de manière concrète et plus solennelle la question du déficit énergétique, parce que le déficit énergétique au Cameroun, c'est une question constante, c'est une question qui est bien tout entrée dans les masses. C'est vrai que les contextes ont changé, que lorsqu'on fait un détour à l'histoire, on se rend bien compte que lorsque, en 1929, les premières centrales sont mises en place, et lorsqu'en 1948, 62 et 1963, on essaie, juste après l'indépendance, de
mettre en place des institutions, des structures qui devaient essayer de régler la question, de régler de manière au quotidien les questions d'énergie au Cameroun. On n'avait pas encore peut-être prévu que rendu en 2020 ou 2022, on aurait une population qui chaque jour alors, était estimée à 25 millions, voire plus d'habitants. Vous comprenez bien évidemment, mesdames et messieurs, que si en 1960, le Cameroun se résumait à 10 000 habitants, 1 million, 2 millions, je ne sais pas quoi, aujourd'hui, il est constant que la population a eu une évolution exponentielle qui a davantage aussi accru le besoin énergétique des populations. Bien évidemment, mesdames et messieurs, la question de l'énergie au Cameroun, je ne parlerai pas simplement de l'énergie électrique, apparaît comme ce que je vais appeler un serpent de mer. Vous savez, le serpent de mer, c'est quelque chose en fait dont on ignore, il a tête et la queue. On tourne en spirale. Et c'est dans cette perspective que, avec la question d'énergie, nous tournons depuis des décennies. Depuis les indépendances. Et jusqu'à un certain niveau, on s'est toujours rendu compte qu'il y a toujours une question qui revient au Cameroun. C'est d'abord le temps. Il y a un problème d'accès à l'énergie. Il y a un problème d'accès à l'énergie. Et lorsque je me suis posé la question de savoir si finalement il existe d'abord un droit à l'énergie, et si on devait considérer l'obligation de service public, l'obligation pour l'État de fournir l'énergie comme un droit, je me suis posé cette question. Parce que lorsque nous rentrons dans la théorie de l'État, nous avons enseigné à nos étudiants en première année que l'État se définit simplement comme une entité qui doit assurer la sécurité, la gratuité et la salubrité. Donc une personne morale doit venir titulaire de droit d'obligation qui est chargée d'assurer la sécurité, la gratuité et la salubrité. Et lorsqu'on regarde l'accès à l'énergie, on peut supposer que l'accès à l'énergie apparaît comme une obligation de service public. Si donc l'accès à l'énergie est considéré, selon les textes en vigueur, comme une obligation de service public, cela signifie donc que, du côté du créancier ou alors destinataire, cela apparaît comme un droit. Cela signifie que le débat auquel nous assistons aujourd'hui est d'abord un débat citoyen. Parce que, de la même manière que l'on peut parler du droit de tout un chacun à la vie, nous pouvons également parler du droit de tout un chacun à l'énergie. Et par conséquent, le droit à l'énergie devient un droit constitutionnel, un droit solennellement consacré. Sinon, le droit à l'énergie est un droit constitutionnel. Cela signifie, mesdames et messieurs, simplement que l'addition d'énergie interpelle le monde de manière individuelle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il nous aussi semble important, à travers ce livre, cet ouvrage, d'ouvrir un débat citoyen. Avant que nous, Camerounais, nos institutions, nous puissions essayer de réfléchir sur des solutions pertinentes, sur des solutions concrètes qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, à court, à moyen ou à long terme, permettre à notre pays de sortir de ce que j'appelle aujourd'hui la dépendance énergétique. Dépendance énergétique résultant d'abord de ce que j'ai également appelé le défaut de capacité. Il y a soit un défaut de capacité de production, soit une insuffisance de capacité. Le sujet que nous avons choisi, le sujet sur lequel elle a apporté notre réflexion, est un sujet assez sensible. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui se situe à la lisière ou au confin du juridique et du politique. La frontière est étanche, elle est mince. On peut rapidement basculer sur des considérations de nature politique. Mais je devrais d'abord préciser dans cette salle que la thématique sur laquelle nous parlons aujourd'hui est une thématique axée sur ce que j'ai appelé la technique juridique. Nous avions voulu analyser le cadre juridique.
Analyser le cadre juridique des énergies renouvelables signifie une chose, mesdames et messieurs, premièrement, que nous fassions d'abord le diagnostic, ensuite la thérapie, et le choix des énergies renouvelables n'était pas un choix anodin. C'est parce que, comme les fondateurs l'ont dit, il y a eu un défaut méthodologique. C'est comment, lorsqu'on parle d'énergie, l'énergie ne serait se résumer à l'énergie d'origine électrique. Parce que l'énergie d'origine ou de source électrique apparaît comme une composante, au même titre que les autres sources. Mais effectivement, on a noté une parenté très étroite, une affection assez poussée entre le pouvoir public et l'énergie électrique. Et c'est la raison pour laquelle, de manière sémantique et dans l'entendement des uns des autres, chaque fois qu'on parle d'énergie au Cameroun, on a tendance à la résumer à l'énergie électrique. Et notre question est simple, nous nous sommes demandé, vu que l'énergie électrique dans cette question est incapable de couvrir les besoins énergétiques du Cameroun. Il ne se passe un jour au Cameroun où on parlera de délestage. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il se passe un jour au Cameroun où les uns les autres se plaignent. Ça fait 5 jours, je passe ici, je passe là, je passe à l'énergie, ma nourriture se reste, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que, en plus des solutions qui ont été formulées par les pouvoirs publics, nous pouvions engager un débat citoyen? Mesdames, Messieurs, l'ouvrage sécurité d'approvisionnement et énergie renouvelable dans le Camerounais nous permet donc d'essayer de le poser. La population est fort provocatrice parce que qu'est-ce que nous avons fait en fait? Nous avons entamé une recherche sur les mécanismes de diversification du parc énergétique. Cela signifie que nous reconnaissons d'abord et admettons que le Cameroun dispose d'un parc énergétique qui est suffisamment étayé. Mais si le parc énergétique Cameroun est suffisamment étayé, qu'est-ce que le problème? Parce que la sécurité d'approvisionnement, c'est quoi? La sécurité d'approvisionnement signifie que nous sommes dans une situation de suffisance énergétique, d'inquiétude énergétique. Une situation dans laquelle le villageois, le Camerounais, qui se situe à 500 km de la capitale, peut avoir accès à l'énergie, peut avoir un téléviseur, peut avoir un frigo, une machine à laver, peut avoir un ordinateur, peut avoir de la place, peut être à l'aise, il peut avoir toutes les commodités. Voilà ce que signifie la sécurité d'approvisionnement. Par contre, on se rend bien compte que la sécurité d'approvisionnement s'oppose donc à ce qu'on appelle le déficit ou la crise énergétique. Le déficit énergétique renvoie à la structure opérationnelle, aux infrastructures techniques pour nous révéler et nous enseigner que il y a, on parle de déficit énergétique. Lorsque les capacités des infrastructures qui sont destinées à la base à pouvoir produire l'énergie connaissent un déphasage, un dysfonctionnement. Et là, il y a une charge d'énergie qui doit être injectée dans les réseaux, et ainsi de suite. On ne peut pas pouvoir satisfaire la demande des uns et des autres. Le déficit énergétique signifie que 5 millions de Camerounais, à titre d'exemple, ne peuvent pas se connecter en temps et en heure à l'énergie électrique. Il signifie également qu'il y a un problème de gestion du flux énergétique, qu'il y a un problème de gestion du réseau. Il vous a été présenté tout à l'heure, c'est lors de la présentation, on vous a dit que c'était le réseau nord, le réseau sud, et ainsi de suite. C'est le réseau. Le déficit signifie qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ces réseaux. On
on prend le cas de l'énergie d'origine électrique. L'audiovisuel signifie également qu'on est confiné à une seule source d'énergie, qu'on n'a pas de solution alternative. L'ouvrage sécurité d'approvisionnement énergie renouvelable nous permet de jeter davantage de plus sur les énergies renouvelables. C'est l'énergie, comme son nom l'indique, qui se renouvelle au fur et à mesure, à l'opposé des énergies d'origine fossile, exemple le pétrole, le gaz, tout ce que vous avez. Les énergies renouvelables, elles se régénèrent au fur et à mesure. Alors, nous sommes obligés de savoir pourquoi réfléchir alors que le Cameroun dispose d'un potentiel naturel. Vous voyez, le Cameroun dispose des potentialités juridiques, de géographiques disparates. Vous avez au nord, vous avez au sud, vous avez des cours d'eau, vous avez de l'énergie solaire, vous avez toutes ces possibilités qui peuvent nous permettre au Cameroun de décoller sur le plan de l'énergie. C'est la raison pour laquelle la question que nous sommes posées est de savoir si les énergies renouvelables peuvent contribuer à la garantie de la sécurité d'approvisionnement. Si les énergies peuvent contribuer à la garantie de la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire si elles permettent un jour d'atteindre ce pari de la quiétude énergétique. Et nous nous posons la question en disant que, en l'état des choses, le cadre n'est pas conforme aux exigences de la sécurité d'approvisionnement. Parce que la sécurité d'approvisionnement suppose quoi? Elle suppose d'abord un cadre juridique bien structuré. Parce que la réflexion aujourd'hui est scientifique. Nous nous posons une question de nature théorique mais qui impacte opérationnellement, à savoir si la norme juridique peut permettre de redonner au Cameroun de sa quiétude énergétique. Ce sera une telle question dans l'esprit gouvernemental qui paraît un peu assez atypique. Comment est-ce que par la norme juridique on peut garantir la sécurité? Oui, parce que lorsqu'on parle de norme juridique, mesdames et messieurs, c'est un ensemble. La norme juridique, ça va renvoyer aux acteurs, ça va renvoyer aux institutions, ça va renvoyer aux moyens juridiques qui seront mis en place, ça va renvoyer aux politiques juridiques, ça renvoiera aux politiques. Et oui, évidemment, mesdames et messieurs, on peut garantir la sécurité de l'approvisionnement au Cameroun au travers de la norme juridique. Mais la sécurité de l'approvisionnement a des exigences particulières. Il faut d'abord un cadre juridique qui est bien noté, un cadre juridique qui est fluide, où les pouvoirs publics décident par exemple de normaliser, de régler et de réglementer le secteur des énergies renouvelables. Dès lors que ce secteur des énergies renouvelables est régulé, normalisé, réglementé, là on a posé les gens. Mais vous constaterez, mesdames et messieurs, que pendant de longues années, j'étais toujours en plus avions pour venir au Cameroun essayer de faire des recherches, j'ai noté qu'il y avait un désert normatif en ce qui concerne les énergies renouvelables et les autres sources d'énergie. Qu'il y avait ce qu'on appelait la défaillance de l'infrastructure. L'eau, réseau, la sécurité d'approvisionnement nécessite un réseau bien construit, une infrastructure de pointe qui va accueillir en plus de l'énergie électrique d'autres sources d'énergie. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du réseau et du raccordement au réseau. Un réseau solide qui pourra nous permettre de diversifier les flux d'énergie, de réguler. Qu'est-ce qui se passe souvent? On a un réseau électrique qui n'est pas le réseau énergétique, c'est seulement un réseau électrique qui est d'abord défaillant. Défaillant en termes de capacité de production. Parce que lorsqu'on dessert une ville, on ne peut pas desservir tout le monde parce qu'il
pour faire la régulation des mix d'énergie. Cela c'est évident. Que première des choses aussi, il faut donc des infrastructures adaptées. C'est l'une des conditions aussi de la sécurité d'approvisionnement. Il faut une infrastructure adaptée. Mais pour avoir cette infrastructure adaptée, ce sont des technologies de pointe qui s'accompagnent d'une exigence financière considérable. Parfois, l'État se trouve en difficulté parce que les capacités de l'État sont limitées. Autre chose que nous observons, c'est que, à côté de cette faille, il y a des choix politiques. Il y a des choix politiques, des opinions qui ont été faits, qui font en sorte qu'à un moment donné, on se retrouve embrigadé. Parfois, c'est un problème d'institution. Parfois, on se retrouve dans une situation, on a des rencontres, on a des réflexions, mais on n'avance toujours pas. Et il y a toujours un déficit de capacité de production. Face à cela, il va y avoir un chiffre. Et c'est dire que la première des choses serait d'abord de construire un réseau fiable, un réseau sûr, un réseau adapté. Mais comment faire pour construire ce réseau? Parce que vous savez très bien, et ça, c'est peut-être une information en tant que financier de l'État, l'État ne peut pas fonctionner sans argent. La réalisation des infrastructures s'accompagne d'une exigence financière considérable. Et l'État du Cameroun est toujours amené à faire appel aux bailleurs de fonds à des politiques conditionnelles. Et je note dans ce ouvrage que le recours conditionnel à ces bailleurs de fonds constitue d'une manière ou d'une autre un obstacle à l'évolution et à la construction, au développement de l'infrastructure énergétique au Cameroun. Parce que lorsque, par exemple, on consomme un emprunt, un financement, il y a toujours derrière les intérêts à payer, même si parfois le projet n'est pas arrivé à maturation. Et finalement, la construction de l'infrastructure dans notre pays pose toujours problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le problème? Je dis simplement que, première des choses, il faut s'affranchir des politiques conditionnelles. Parce que, en mettant en place, nous pouvons autofinancer les projets énergétiques du Cameroun. Le Cameroun peut atteindre ses objectifs de bilan énergétique dans la sous-région à l'horizon 2035. Cela est possible. Cela est possible et on n'a pas besoin de recourir toujours aux fonds internationaux, mesdames et messieurs. Simplement, je propose d'utiliser la fiscalité. Cela signifie simplement qu'on doit refonder la fiscalité parce que j'estime que l'orientation idéologique qui a été assise à la fiscalité est improductive. Il faut refonder la fiscalité, orienter la fiscalité vers des axes assez productifs. C'est la raison pour laquelle je suggère, après la reformation de la fiscalité, de mettre en place ce que j'appelle un impôt sur les énergies renouvelables. Un impôt sur les énergies renouvelables, mesdames et messieurs, nous permettra, et je suis certain de ce que je vous dis, à l'horizon 2035, d'atteindre les objectifs. À l'horizon 2035, 2050, si l'impôt sur les énergies renouvelables était mis en place par le gouvernement camerounais, je peux vous assurer qu'il nous sera difficile de recourir à l'emprunt international. On n'a pas besoin de cela. On peut auto-financer les projets énergétiques au Cameroun à partir de la fiscalité. Parce que tous les pays du monde, mesdames et messieurs, ont essayé ces solutions. La fiscalité, c'est l'instrument par excellence au service du développement. Mais ce qui compte fondamentalement la fiscalité, c'est son orientation. Quels sont les buts
la mise en place de nombreuses institutions dont je suggère la création dans cet ouvrage, mesdames et messieurs. La fiscalité nous permet à l'horizon 2035, et j'insiste, d'atteindre les objectifs, de sortir de la dépendance énergétique. Parce que pour avoir une énergie disponible en quantité suffisante, il faut l'infrastructure, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas le matériel, comment est-ce qu'on fait pour procéder au raccordement des eaux? Comment est-ce qu'on raccorde le réseau de Cameroun? Il faut d'abord couvrir, si on prend le casserement du secteur de l'électricité, il faut d'abord une couverture nationale. Et déjà, ma personne, c'est là, nous avons pas dit que quelqu'un qui se couvre en gré de pouvoir, à ce stade, à l'heure actuelle, a difficilement accès, malheureusement, à l'énergie électrique. Pourquoi il n'a pas accès à l'énergie électrique? Alors que lorsqu'on est à Lyon, celui qui vit à Bordeaux, qui vit à Lyon, qui vit à Paris, a accès à l'énergie. Parce que les sources d'énergie se couvrent pas. Et c'est d'ailleurs, à ce stade, et tel d'ailleurs le rôle majeur de la décentralisation et de la charnière. C'est une charnière qui est appelée à accompagner les collectivités dans le processus. C'est là que l'on se davantage l'opinion. Parce qu'il faut aussi ce que j'ai appelé une décentralisation de la compétence énergétique. Mais pour y arriver, à côté de la fiscalité, parce que j'ai proposé d'abord, d'une part, l'impôt sur les énergies renouvelables, qui sera un impôt prélevé sur la consommation. Pourquoi ce sera un impôt prélevé sur la consommation? Parce que nous savons tous certains cas que si on dit de payer les cautions pour un micro, on parle d'un micro, on dit s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous souhaiterez payer un impôt sur les énergies renouvelables? Vous direz que d'abord là, je suis là, mes enfants, enfin, ensuite j'ai des problèmes d'argent, ça ne va pas vraiment. Est-ce que l'entreprise va pas l'année prochaine? Si on veut. Mais si on vous dit par exemple, quand vous allez acheter la bouteille de bière, 700, on enlève le syndicat de fonds, on met ça dans la corruption, à l'impôt sur l'énergie renouvelable. Vous ne savez pas la bière, mais vous ne saurez pas que même quand vous buvez la bière, vous contribuez au développement de l'énergie dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je suggère avec force et vigueur quand même en place cet impôt. Mesdames et messieurs, je vous rassure, en 2035, le Cameroun a toujours la réalité. Si lorsqu'on allait acheter des habits de luxe, on prélève seulement 100 francs. Vous ne vous rendez pas compte. On vous dit que la vie coûte 2100 francs. Vous allez dire que les habits sont chers au marché. Vous achetez la vie. Mais on ne vous dira pas quels sont les mécanismes de péréquation de l'État. Si vous allez acheter le pain, tous les Camerounais sont accrochés à la bière, au liqueur, à l'alcool. Je pense que si on essaie d'évaluer le nombre de bières qui sont consommées au Cameroun, et qu'on appuie seulement en France sur chaque des bières, sur le service public, sur l'accord d'impôt sur l'énergie renouvelable, je vous assure, mesdames et messieurs, en 10 ans, nous avons tous les financements nécessaires qui nous permettent de poser au Cameroun une infrastructure durable pour les générations futures. Ça, c'est la première chose. Donc, l'impôt sur l'énergie renouvelable est un impôt indirect, un impôt grévé sur la consommation, qui devra se généraliser. Pourquoi? En raison du sacro-saint principe de l'égalité de tous devant les charges. Cela signifie que dès lors que vous consommez, vous devez vous appliquer cet impôt. Pour éviter vous souffrir cet impôt, il faudrait vous appliquer de consommer du pain, de la bière, de l'eau, vous habiller, vous vêtir. Cela signifie que, mesdames et messieurs, si on instituait un impôt sur les énergies renouvelables, un impôt crevé sur la consommation, aucun moyen de contestation. Parce que ce qui fait souvent le problème de la fiscalité, c'est
de l'impôt, c'est la contestation à l'impôt. Mais les textes posent des mécanismes similaires pour pouvoir essayer de permettre aux candidats, aux citoyens de pouvoir s'appliquer. Lorsqu'on dit la déroute de 700 francs, qu'il y a eu des lois assises, tout le monde a acheté la terre. Parce que la terre est venue comme traduit, parce que la terre est venue comme apporteur, sans le pouvoir vivre. Et je vais vous dire, en tout cas l'anecdote, j'ai un ami. Il a suivi une thèse en économie politique. À l'université de je vous peux écouter son nom. Alors il dit les partenaires de paix au Cameroun. Et puis une analyse socio-économique. Et lui, il se posait la question de savoir qu'est-ce qui garantit la paix au Cameroun. Il dit, selon lui, que la première partie, c'est l'alcool. Le vin. Il dit que, pourquoi le vin? Parce que, en 2008, lorsqu'il y a eu des émeutes, lorsqu'on a fermé les bars, que tous les Camerounais étaient prêts à donner l'heure pour que les bars soient ouverts. D'une part, d'autre part, que tous les bars, qu'on avait cassé tout, on avait cassé tout, mais les bars ne peuvent pas être cassés parce que c'est la dernière chose qui fait permettre aux Camerounais de rester en force. Cela signifie donc que si nous essayons d'évaluer le débit de nombre de bières, ça ne va pas comme mal. Même en 5 ans, mesdames et messieurs, on a l'argent nécessaire pour financer les infrastructures nécessaires au Cameroun. Et on n'est plus obligé de prendre 100 francs pour rembourser 15 000. Combien de choses? Un coup sur la consommation, un impôt indirect. Deuxième chose, au cycle de corruption, je propose, mesdames et messieurs, la contribution au service public de l'énergie. La contribution au service public de l'énergie, qui sera cette fois un impôt direct, c'est-à-dire un impôt perçu par voie de loi. Et les qui ont s'indiqué cet impôt. Là, c'est plus tout le monde. Ils sont maintenant les grands opérateurs économiques, les acteurs institutionnels, qu'ils soient du secteur privé et du secteur. Cela, dans ce que je vais appeler, mesdames et messieurs, la manne énergétique. Mais comment est-ce que, mais l'une des questions que nous devons savoir, comment récolter le fruit et où garder le fruit? C'est récolte. Seulement, à ce niveau également, je propose la création d'un fonds d'énergie qui sera comme des caisses, une forme de caisse spéciale, un fonds dans lequel sera gardée la manne énergétique avec les mécanismes, évidemment, l'État mettra en place. Vous voyez que ces deux contributions sont suffisamment révélatrices pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour pouvoir, afin de construire l'infrastructure énergétique et faire du pays, du Cameroun, un pays émergent à l'horizon 2030. Ensuite, maintenant, monsieur, il faut une libéralisation du secteur de l'énergie. J'ai dit qu'il y avait eu un défaut méthodologique entre. Il y a eu une confusion. L'on a, pendant longtemps, assimilé l'énergie d'origine électrique à l'énergie. Et par conséquent, à chaque fois qu'on a parlé de l'énergie au Cameroun, l'on a résumé l'énergie à l'énergie électrique. Et en réalité, on a de suite, il s'est agi d'un tromperie juridique, d'une ruse juridique. On a plutôt libéralisé, à le secteur de l'électricité. Il n'y a jamais agi d'une libéralisation du secteur de l'énergie. La libéralisation, mesdames et messieurs, dans un secteur donné, signifie que, d'une part, dans les segments d'activité, il y a une ouverture des segments d'activité. Le secteur de l'énergie englobe la production, le transport, la distribution. Mais donc, la libéralisation, mesdames et messieurs, signifie que dans le secteur du transport de l'énergie, par exemple, qu'il y ait plusieurs opérateurs qui s'occupent, qui soient en charge du transport de l'énergie et de l'énergie
Au Cameroun, vous savez bien, sur l'énergie électrique, c'est là ce qu'on appelle. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de libéralisation? Non. La libéralisation signifie, dans le segment de la production et de la distribution, que le consommateur final a la possibilité de choisir entre plusieurs opérateurs. Peut-être qu'on s'appelle Néo, l'autre s'appelle Soneca, l'autre s'appelle je ne sais pas quoi. Et que dès lors que les sites de Néo, ça ne va pas décider que j'ai décidé de ne plus prendre mon énergie électrique. Par exemple, chez Néo, je vais la prendre chez un opérateur, mais au Cameroun, on ne peut pas. Lorsque d'abord on vous a coupé l'énergie électrique, la seule chose que vous devez faire, c'est de prier ou de pleurer. Ou alors vous avez l'âme. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un autre opérateur. Cela signifie que pendant longtemps, mesdames et messieurs, la scène, le secteur a été confisqué par ce qu'on appelait un opérateur historique. Il serait donc normalisé de parler de privatisation. La privatisation avait signifié que l'on avait enlevé du bord de l'État. Et ça, c'était avec la complicité des conditionnalités. On a enlevé du bord de l'État le secteur de l'électricité qu'on a donc confié, qui a donc tergiversé un peu d'opérateurs. Demain, il s'appelle AES Solaire, maintenant, il s'appelle Bio. En fait, il a pris des notions différentes. Ce qu'on retient, c'est que le consommateur camerounais n'a pas la possibilité, s'il décide de rompre son contrat avec les Néo, d'aller voir dans le producteur. Il n'aura plus. Cela signifie simplement qu'il y a un seul opérateur qui le met à 7. Ça encore, c'est un niveau méthodologique. Parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence aurait signifié, dans le contexte Cameroun, que l'on a par exemple 10 opérateurs, comme dans tous les pays modernisés, et où le consommateur a la possibilité, et où le consommateur a des moyens de se défendre. Lorsque par exemple vous avez l'énergie, quels sont les droits que vous avez? Le temps que vous direz, c'est je ne sais pas quoi, mais vous n'avez pas d'énergie électrique. Aucune solution alternative. La libéralisation aurait également signifié qu'en termes de gestion, il y ait plusieurs institutions. Le niveau de méthodologie est donc conséquent parce qu'il y a une partie anormale entre l'énergie et l'énergie d'origine électrique. Et dans l'entendement des Camerounais, on pense que ce n'est que l'énergie, que quand on parle de l'énergie, c'est l'électricité. Et ça pose un problème. Et aujourd'hui, il serait souhaitable, une première révolution passerait par la libéralisation du secteur de l'énergie. Une libéralisation des différents segments de l'activité. Transport, production, distribution, consommation, et j'en passe. Où est le médiateur de l'énergie au Cameroun? Il n'en existe pas. Lorsque vous avez un problème avec l'énergie, je prends le cas de l'énergie électrique, parfois vous avez le courant, vous ne savez pas où aller cette énergie. On vous dit, il y a un organisme qu'on appelle le Sona. Je ne sais pas s'il s'occupe, mais il n'est pas possible. Et ça pose un problème. Et aujourd'hui encore, le problème avec le transport, avec la libéralisation de l'énergie, c'est qu'on a un opérateur qui est jugé parti. Parce que la loi prévoit que, la loi dit, la loi fait, la loi a institué un régulateur qui est chargé du transport de l'énergie au Cameroun. Mais la loi dit, en attendant la mise en place des institutions, c'est le distributeur qui fait office de gestionnaire du réseau. Et je vais parler tout à l'heure de la question de l'accès au réseau. La question de l'accès au réseau est une question fondamentale. Est-ce que je peux pas connecter au réseau de mon entreprise? Quelles sont les règles? Qui définit les règles? C'est l'opérateur historique. Si donc l'opérateur historique définit les règles d'accès au réseau, il peut décider qu'on ne vous connectez pas au réseau. Là encore,
et de l'impôt sur les énergies renouvelables dans les cieux, il faut une libéralisation du secteur de l'énergie au Cameroun. Pour qu'on puisse aussi assister à la promotion des autres sources d'énergie. Les peuples camerounais devraient aussi promouvoir davantage les énergies renouvelables pour qu'il y ait ce qu'on appelle une diversification de l'offre énergétique. Que je ne serais pas obligé de me connecter à l'électricité que décide peut-être de me connecter au panneau solaire. Par exemple. C'est cette diversification qui pourra davantage résoudre le problème. Si vous avez à côté de l'énergie électrique d'origine électrique, d'autres sources d'énergie, bien évidemment, mesdames et messieurs, ce qui se passera, c'est que chaque citoyen pourra pleinement exercer son droit constitutionnel à l'énergie. Cela serait, évidemment, mesdames et messieurs, un soulagement pour les pouvoirs publics, en ce qu'on n'aura plus des tensions, des intempéries, et qui parfois, dans pleine conférence, déplacer aujourd'hui à l'énergie. Et puis vous retrouvez la situation de dépendance de l'énergie. Donc, à côté, il faudrait également, mesdames et messieurs, négocier des bons partenariats. Il faut une coopération équilibrée avec nos acteurs internationaux. Aujourd'hui, un financement arrive sur l'énergie, le projet est mis en place, 3 ans plus tard, on change d'acteur. Il faudrait une stabilité, il faudrait une régularité et une certaine égalité dans la coopération. C'est la raison pour laquelle nous privilégions dans notre ouvrage des partenariats privés. Il faut négocier avec les acteurs privés. Négocier clairement les termes de la coopération. À côté de cela, bien évidemment, la mise en place des institutions et surtout avec le processus de décentralisation qui arrive au Cameroun. Il serait davantage important qu'il y ait une véritable coordination. Parce que nous avons, à titre de rappel historique, nous avons dit que les premiers centrales ont été créées dans une localité. Cela signifie aussi. Et d'ailleurs, en France, lorsqu'on parle des concessions, tout a commencé au niveau de ces entités, de ces collectivités. Avec les organisations qui est suffisamment avancée dans notre pays, il sera important qu'il y ait une véritable coordination, un véritable dialogue entre les publics et les entités décentralisées, afin qu'il soit transféré l'essentiel des compétences énergétiques aux collectivités décentralisées. Si l'autonomie de l'énergie commence d'abord au niveau de chaque collectivité, et d'ailleurs, quand vous allez dans le sud du Cameroun, vous verrez que certaines communes ont entamé ce processus. Elles ont décidé, au regard des phases liées au raccordement de l'énergie électrique, elles ont commencé avec des solutions alternatives telles que des panneaux solaires. Je pense qu'une coopération dans ce sens serait importante, une véritable coordination et des acteurs institutionnels qui devraient œuvrer au quotidien. Parce que ce qui est vrai, et ça nous serions au clos sans reconnaître que les pouvoirs publics concentrent chaque jour des efforts assez remarquables. Mais le problème peut-être ici est de revoir la force et la puissance économique aussi du concessionnaire qui va être le plan historique. Et les accords qui ont été établis il y a longtemps et comment fonctionnent ces accords. Parce que là, le problème avec les investissements dans les infrastructures électriques, c'est que vous avez parfois un acteur international, un investisseur, qui parfois est puissant et qui défie parfois l'État, qui parfois a tendance à mettre en difficulté la souveraineté de l'État. Et pour éviter de telles passes, je pense aussi qu'il serait nécessaire de revenir sur une coopération équilibrée. Mais cette coopération équilibrée sera davantage possible si le Cameroun lui-même dispose de ses ressources financières. Et une solution, et le développement du Cameroun viendra d'abord sur le fondement des solutions purement camerounaises. Et, mesdames et messieurs, je vous le certifie que je suis
convaincu que seul l'autofinancement camerounais permettra à l'horizon 2035 de sortir Cameroun de la dépendance énergétique. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie. Mesdames, messieurs, je vous sens très timide. Le salaire du discoureur, ce sont les applaudissements. Veuillez applaudir. Nous l'avons bien compris, entre le texte et le contexte de publication de cet ouvrage, il y a beaucoup d'enjeux bien précis et surtout une volonté. Partie de la question suivante, pour quelques informations, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Je pense que cela nous rappelle une citation, je pense qu'Abel ne me démentira pas, que je pense vraiment chaque génération doit, dans son relative au passé, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc je pense que seul ça a découvert non, pas sa mission, l'une de ses missions. Nous imaginons qu'il en a plusieurs à son âme, qu'il ne s'arrêtera pas de si bon chemin. 97 ans après avoir engagé l'action sur les énergies au Cameroun, nous sommes encore au stade où l'énergie électrique fait partie du principal visage visuel des citoyens camerounais. Pourtant, c'est seulement 10% de l'espace territorial national est couvert. La question de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, cela me rappelle un peu ces idées populaires sur lesquelles lorsqu'on dit on peut boire de l'eau minérale, surtout nous connaissons, on disait moi je veux boire le taqui. Je veux boire le taqui. Et lorsqu'on parlait de ces bouillons de cubes là, qu'on vendait dans les boutiques, on disait que je veux boire le magie. On peut dire, pour faire à côté du magie, il y avait une sans publicité, on dit qu'il y a bien d'autres. À côté du taqui, on a Superman, on a Vita, et on dit pour parler de l'eau minérale, on dit je veux boire du taqui. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on dit je veux de l'énergie, on dit je veux de l'électricité. Pourtant, il y a d'autres sources, il y a des moyens alternatifs de pouvoir résoudre ce problème. Donc nous sommes dans un débat citoyen, comme le professeur l'a bien expliqué tout à l'heure, qui est fondamentalement la question des ressources financières, des ressources techniques, des ressources intellectuelles. Parce que dans la négociation des contrats, il y a souvent ces éléments qui entrent en jeu. Et également les ressources institutionnelles. Donc, je vais faire une anecdote. Le professeur de Salon, dans son mémoire de master 2, rapport d'énergie, publié en 2014, à l'Université de Paris, à Panthéon-Sorbonne, proposait comme solution déjà ici la mise sur pied d'un fonds de développement du secteur de l'électricité. Et depuis le 19 août 2020, il y a un décret qui a été pris, décret numéro 2020-497 19 août 2020, portant création, organisation et fonctionnement d'un fonds de développement du secteur de l'énergie au Cameroun. Secteur de l'électricité au Cameroun. Donc déjà pour dire que nous avons l'avantage d'être dans un état qui écoute, dans un état attentif aux solutions pour pouvoir améliorer le bien-être de ses citoyens. Donc ce débat aussi rentre dans cette perspective. Donc nous allons vous laisser déjà la parole, soit pour des remarques, soit pour des suggestions, également pour des questions. Sentez-vous libre, mais souvenez-vous que nous sommes en regard d'un débat citoyen à orientation juridique, questionnant les normes avant de questionner le reste. Nous ne voulons pas savoir pourquoi on a coupé la lumière hier, pourquoi il n'y a pas d'électricité à Saint-Mescal aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Nous prendrons des séries de 3 questions. Merci.
disons merci au professeur de nous avoir invités. Cette œuvre intellectuelle bien vraiment exalter ce qui nous plaît dans cet ouvrage, c'est l'engagement. Parce que là, l'ouvrage touche pratiquement beaucoup de domaines, des domaines d'ailleurs très complexes, il faut le reconnaître. Le débat sur les énergies renouvelables et au niveau mondial, au niveau camerounais. La crise énergétique dont nous sommes en train de parler, c'est une c'est un débat d'enjeu mondial. Et il faudrait donc que quelqu'un ose, que quelqu'un commence. Et vraiment, le fait pour nous de voir un compatriote qui a dit qu'il a posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, je crois que c'est cette question qui nous interpelle, même nous tous ici. Ça ne devrait pas être un problème pour ce Westala seul, pour ce Westala seul. Ça devrait nous aider pour les Camerounais à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Nous avons déjà le document. Les propositions que vous faites sont très pertinentes. C'est ce qu'il faut vraiment dire pour la simple raison que tous ces débats sont d'actualité. Prenons le cas de l'électricité dont vous avez parlé. Effectivement, c'est le produit le plus utilisé aujourd'hui dans le monde en général qui est utilisé le monde et le plus utilisé aussi au Cameroun. Nous parlons de produits énergétiques. Parce que quand on parle des énergies renouvelables, ça globalise. Le produit le plus utilisé, c'est effectivement l'électricité. Il y a aussi le carburant que nous utilisons. Mais maintenant, l'enjeu au niveau des énergies renouvelables, c'est sur l'utilisation des énergies fossiles. L'utilisation abusive. L'utilisation, c'est une chose, mais abusive. Crée maintenant le réchauffement de la planète. Raison pour laquelle le monde entier est en train de parler de transition. Nous, l'agence de communication rurale, tout avez resté dans ce temps pour vous qui nous avez invités des écoles. Je vous remercie d'avoir préparé cette rencontre scientifique. Je suis le temps fatigué et je serai vraiment très disposé à vous accompagner dans les solutions, etc. Parce qu'en fait, l'objectif de l'OGC, c'est vraiment de travailler avec les acteurs institutionnels pour pouvoir livrer leur vision, je pense, parce que pour développer un pays, il faut un moment venu que les gens se lèvent et qu'ils nous apportent des solutions inspirantes. Et je serais heureux et honoré que vous puissiez avoir une hiérarchie que je suis disposé à travailler, à vous accompagner pour des solutions. Parce que je pense que la question justement de l'énergie est grave. Aujourd'hui, c'est une question qui est, c'est comme une épée. C'est comme une épée, on voit bien que les pouvoirs publics, chaque jour, font des efforts. Mais lorsqu'on passe sur le terrain, parce que entre 2015 et 2019, j'ai fait, chaque fois que je suis au Cameroun, moi j'ai fait beaucoup de localités, mais on se rend compte que il y a un fonds qui a été créé, il va beaucoup, mais la tâche est colossale. La tâche est tellement colossale. Et il faudrait, donc dans ce sens, qu'il y ait une coordination entre, par exemple, cette institution qu'on appelle le fonds et les collectivités pour pouvoir régler. Si, par exemple, l'accès au réseau est compliqué, il faut peut-être réfléchir à d'autres coordinations. Mais là, en harmonie avec les collectivités. Je pense qu'une action laborieuse entre le fonds rural et les pouvoirs publics et les collectivités décentralisées serait davantage un partenariat gagnant. Vous ne savez pas comment je vais quand moi je vais au village, je peux vous assurer, je peux vous le confesser, j'ai reçu que dans mon village, malheureusement, il est situé à moins de 50 km de l'Europe, mais je n'ai pas accès à l'énergie électrique. Malgré, et ça c'est une réalité, le fait que les populations, les villageois, nous avons cotisé pour pouvoir payer un certain montant, mais on n'a pas eu accès à l'énergie. Je pense, or,
Par contre, s'il y a une action, donc c'est entre l'entité territoriale décentralisée, par exemple, et le fonds. Et je sais que à votre niveau, vous avez un plan de législation, vous avez un plan, vous avez un plan. Mais sauf que si les uns et les autres contribuent également, accompagner le fonds, une action, société civile, fonds rural, collectivité territoriale, je pense à mon menu, les entités, même les collectivités, gagneraient progressivement leur autonomie. Quand on était à l'école de l'Union, je disais que qu'est-ce qui explique les choix démographiques, l'innovation, l'éducation, l'exode rural? On disait que, c'était quoi, les causes? Il y avait le mal, la lumière qu'on recherchait, là où il y avait que, moi je trouvais que le village, parce que c'est sombre, et mal à la lumière. Ce sont des problématiques qui sont expliquées au cœur de nos pays. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, on doit continuer ainsi à la loupe pour savoir que qu'est-ce qui explique les autres rural quand l'obscurité, la promiscuité, 50 ans, 60 ans après l'indépendance, alors même que l'État public concentre de gros impôts pour les jours. Et ça va le jour quand même aussi lumineux, aussi joyeux que lorsque vous allez en village, que vous ayez l'électricité, que vous ayez l'énergie, que vous soyez senti à l'aise. Donc, j'espère bien que vous pouvez ça, que nous villages ça Alors, bienvenue dans cette salle qu'on a dénommé la salle de convivialité, dans ce lieu mythique, dans ce lieu historique plein d'expression. J'espère que vous vous êtes sentis à l'aise. Bien, le ministère des Arts et de la Culture, dans sa politique de promotion du livre et de la lecture, a trouvé en votre projet beaucoup d'intérêt. D'abord, un projet très louable et d'actualité. C'est pour cela qu'il a marqué son accord pour que vous obteniez toutes les facilités que le ministère pouvait vous apporter. J'espère et j'ose croire que les responsables des services techniques en charge de l'énergie prendront ce projet à cœur et trouveront des solutions adéquates pour qu'on n'en manque plus dans notre pays. Sur ce, je vous réitère les encouragements de M. Bidou Paz, ministre des Arts et de la Culture. Vous permettrez que je me retire parce que en ce moment, je dois être à une réunion avec lui. Je vous remercie. Sentez-vous chez nous, chez vous. Pouvez-vous baisser la main? De répondre aux questions là. Qu'est-ce que un ouvrage comme celui-là, qu'est-ce qui a motivé la sortie d'un ouvrage comme celui-là? Je vous remercie pour votre question qui me semble tout à fait pertinente. Le Cameroun traverse une crise énergétique depuis le début jusqu'à aujourd'hui et cela n'échappe à personne. Et comme je l'ai dit dans mon préliminaire, à la sortie de ma formation expertise en question énergétique à l'Université de Paris, j'avais tenu à cœur de rendre hommage à mon pays en mettant en place une réflexion assez citoyenne sur la question du déficit de la crise énergétique. Simplement, comment est-ce que nous pouvions sortir de cette situation qui, à mon sens, commençait déjà à durer longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé, je me suis dit qu'il fallait évidemment essayer d'apporter quelque chose d'assez concret qui, si cela était suivi, notre pays pourrait atteindre sa révolution énergétique conformément aux aspirations de notre pays. Et qu'est-ce que vous proposez? Vous avez parlé de l'énergie. Ce que je propose concrètement dans cet ouvrage, c'est que c'est des solutions d'autofinancement. Je dis simplement que dans cet ouvrage, que nous pouvons régler la question du déficit de la crise énergétique au Cameroun, mais en essayant d'expérimenter d'autres sources d'énergie
à savoir les énergies renouvelables. Parce qu'au Cameroun, on est resté pendant longtemps confiné à la seule énergie électrique qui a dominé le paysage énergétique au Cameroun. Je dis aujourd'hui, d'abord, en raison de ce que cette énergie électrique n'est pas en quantité suffisante et disponible, il faut maintenant se tourner vers des solutions alternatives. Et les solutions alternatives, bien évidemment, résident en des énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables doivent nous permettre à terme, à chaque Camerounais, où qu'il se trouve, pouvoir avoir accès à l'énergie de façon continue, de manière disponible, sans qu'il ne soit besoin de se frotter aux flasques ou alors aux limites d'autres sources d'énergie. Mais pour ça, vous mettez au service des énergies renouvelables votre expérience en matière de fiscalité. Vous évoquez un certain nombre d'instruments comme la fiscalité, comment faire revenir sur cette question. Et effectivement, ce que j'ai noté, c'est que pour avoir travaillé longtemps sur les questions financières de l'État, j'ai bien noté en fait que les politiques conditionnelles et les choix des politiques publiques au Cameroun ont été un obstacle à l'épanouissement du secteur de l'énergie au Cameroun. Parce que vous voyez, madame, on est entré dans des compromissions avec la politique financière internationale, on est resté dans ce que j'appelle des politiques de dépendance, des politiques financières limitées, qui ont consisté à chaque fois à aller emprunter chez les autres, alors même qu'on n'a pas encore commencé, on n'a pas encore fini de rembourser le montant emprunté, ça veut dire des intérêts, ainsi de suite, et finalement parfois le projet n'est pas interne. Alors ce que je propose, c'est que je propose des solutions camerounaises. Parce que en plus, vous verrez que lorsqu'on commence à vous faire, on vous octroie l'argent, on vous oblige à l'utiliser dans un certain sens. Et ce que moi je propose dans mon livre, c'est que nous pouvons financer l'énergie, nous pouvons financer le développement de l'énergie à partir de solutions camerounaises. Il n'est plus besoin d'aller davantage chercher l'argent ailleurs. On peut le faire à partir du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle je mets la fiscalité comme un instrument au service du développement de l'infrastructure énergétique. Et qu'est-ce que j'entends par la fiscalité? Simplement, premièrement, il faut d'abord des incitations fiscales, d'une part. Et le plus important encore, c'est de mettre en place une imposition énergétique renouvelable. Et dans cette articulation, je propose d'une part l'impôt sur l'énergie renouvelable, un impôt spécifiquement un impôt dédié aux énergies renouvelables d'une part, et d'autre part un autre impôt que j'appelle la contribution au service public de l'énergie. L'impôt sur l'énergie renouvelable sera un impôt, s'il était mis en place, un impôt indirect, c'est-à-dire un impôt sur la consommation. Cela signifie en raison du principe de l'égalité devant la loi fiscale que chaque Camerounais pourrait le payer. Un impôt sur la consommation signifie qu'on pourrait le payer soit sur la consommation de l'alcool, par exemple, parce qu'au Cameroun, ils sont bien accrochés à l'alcool. On pourrait le greffer sur tous les biens et services. Ça ferait que lorsque vous allez acheter du sucre à la boutique, vous ne saurez pas qu'en même temps que vous achetez du sucre, vous êtes en train de contribuer pour le service public de l'énergie. Et si dans chaque bière, par exemple, vous rendez compte, madame, qu'on prélève 50 francs par bouteille de bière en une journée, vous savez ce que ça donnera. En 10 ans, on a tout l'argent nécessaire. Maintenant, vous avez la contribution au service public de l'énergie qui va toucher les gros ménages et tous les acteurs, tous les partenaires institutionnels. Et avec ces deux contributions, ce que je propose, c'est de la création d'un fonds énergétique. Parce que la loi de 2020, il me semble, a créé le fonds d'électricité. D'ailleurs, ce que j'avais déjà soulevé en 2014, je l'avais déjà soulevé à Paris, dans le cadre de l'étude, où j'avais demandé, j'avais suggéré dans mon cadre de mémoire qu'on puisse mettre en place au Cameroun un fonds qui sera destiné à financer le développement de l'énergie. Donc si nous avons le fruit de l'impôt sur les énergies renouvelables et la contribution au service de l'énergie, on a deux instruments majeurs qui vont nous permettre, dont la collecte nous permet en 5 ans de pouvoir financer nos projets et de se libérer des politiques conditionnelles. Et d'autre part, je suggère qu'il y ait une libéralisation du secteur, non de l'électricité, mais de l'énergie au Cameroun. La libéralisation signifiant qu'il y a une ouverture de tous les segments de l'activité énergétique, à savoir que la production de l'énergie connaît plusieurs opérateurs. Le transport, soit chez la distribution, de sorte que le consommateur final ait la possibilité de choisir son fournisseur. Et je propose également
dans cet ouvrage qu'il y ait une refondation avec en toile de fond la mise en place des institutions nouvelles, telles que le médiateur de l'énergie. Lorsque nous avons posé au Cameroun, qu'est-ce que vous faites, madame? Un médiateur, c'est ce qui nous éviterait des solutions dans le juge. Ce serait pratique pour proposer des solutions assez rapides. Lorsque vous avez un problème, vous allez le voir et il sera représenté dans tout le Cameroun. Je veux qu'on mette en place des politiques énergétiques. Que la question des énergies renouvelables soit davantage budgétisée. Qu'on revoie le budget les sommes allouées au budget de fonctionnement, qu'on diminue la quantité du budget de fonctionnement, parce que parfois on se retrouve avec des crédits non utilisés en fait des budgétaires, qu'on ne peut-être pas qu'on la loue au développement de l'énergie. Cela nous ferait finalement qu'on recentrera, et on essaiera de recentrer la dotation qui est consacrée aux énergies. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, toute l'attention de notre pays a été centrée sur l'énergie électrique. Aujourd'hui, je propose une solution, je propose à mon pays, si nous voulons vraiment atteindre le carré de français, qu'il va falloir qu'on fasse la diversification. Et que dans cette diversification, que l'on mette des moyens en place, des instruments adaptés et efficaces pour que évidemment soit une solution. Merci.